Bien, bonjour à tous et à toutes. Ravi d'être avec vous. Je remercie les organisateurs de me permettre de vous présenter Diane Meur et son travail de traduction. C'est un vrai plaisir et un honneur pour moi. Nous allons évidemment parler du travail de traduction de Diane Meur, mais je voudrais quand même signaler aussi évidemment que Diane est romancière, qu'elle a déjà publié plusieurs livres, dont un magistral La carte des Mendelssohn, paru aux éditions Sabine Vespizer, que vous trouverez d'ailleurs, je crois, ici tout à l'heure. Et peut-être même si on est dans une thématique de traduction, il y aura peut-être à un moment donné son travail de romancière qui pourrait être brièvement abordé. Alors, le cœur de cette rencontre sera consacré à... Alors je pense, ce sont les deux derniers que tu as traduits, oui, Diane, ou les deux derniers publiés, même les deux derniers que tu as traduits. Donc chez deux éditeurs remarquables et différents. Donc ça c'est très bien, c'est une manière aussi de saluer leur travail, et notamment leur travail au niveau de la traduction. Donc on parlera de Tezer Özlü, La vie hors du temps, voyage sur les traces de Kafka, Svevo et Pavese, qui a été traduit donc de l'allemand par Diane aux éditions Bleu Autour, et Rosamund Adden, L'amour a le goût des fraises. Ça, c'est un roman traduit de l'anglais d'Afrique du Sud par Diane. Mais auparavant, évidemment, on va avoir une entrée un petit peu plus générale. C'est la question du rapport et de la passion à certaines langues, et de l'envie et de la passion de traduire. Je crois qu'assez rapidement, Diane, tu as désiré apprendre l'allemand, et que c'est quelque chose qui était qui est un goût qui ensuite t'a amené, j'imagine, à traduire et à appréhender les textes en allemand. Comment t'est venu ce goût des langues étrangères, et comment ça s'est traduit? Comment tout ça a commencé? Chronologiquement, en fait, c'était assez simple. Enfin, j'ai commencé par apprendre le néerlandais, comme on fait habituellement en Belgique. Bon, je l'ai un petit peu oublié maintenant, malheureusement. Ensuite, l'anglais, qui est un peu un passage obligé. Enfin, je pense que quasiment personne n'étudie pas l'anglais de nos jours dans le secondaire. Et l'allemand, c'était vraiment un choix, une envie, quoi, d'aller au-devant de cette langue que personne ne parlait dans mon entourage, qui n'est pas particulièrement parlée en Belgique, même s'il y a une petite minorité germanophone. En fait, j'ai eu un coup de foudre pour Heinrich Heine. Je ne sais pas, je devais avoir 15-16 ans, et j'avais ouvert ce petit volume que j'avais envie d'apprendre la langue de cet homme, quoi. Voilà, donc ça s'est un peu passé comme ça. Et c'était vraiment donc une démarche personnelle, quoi. Ensuite, j'ai pris des cours, mais au départ, j'ai essayé d'apprendre toute seule, en prenant des cours particuliers. C'était vraiment une sorte de coup de foudre pour Dès une le langue. départ, c'était pour appréhender un texte et pour oui, après, comprendre j'ai lu autre chose que Heine, mais au début, c'était vraiment pour ça. Et je pense que c'est peut-être une bonne façon d'apprendre une langue. Il paraît que quand les affects s'en mêlent, ça marche mieux que quand c'est purement scolaire. Et d'ailleurs, tu as traduit Heine plus tard. Tu as traduit un de ses ouvrages. En 2001, je crois. Voilà. Nuit florentine, précédée de Le rabbin de Baccarat. Baccarat. Et puis, oui. Et une mémoire de Monsieur de Schnabelewowski. Très joli texte. Mais on va déjà parler de deux livres. Peut-être qu'on ne va pas parler de tout à fait. autres. Non, mais voilà. Ce serait trop. Donc, ouais. c'est une passion qui t'a mis sur la voie de la traduction. Pour accrocher à... Voilà, dans mon parcours, j'ai fait des études. Je n'ai pas fait des études de traduction ni de traductologie. J'ai fait des études de lettres et de sociologie de la littérature. Et en fait, c'est en tombant un peu par hasard sur la traduction. C'était un peu un job d'étudiante. Mon directeur de thèse m'avait donné des articles à traduire pour une revue. Quand j'ai commencé à faire ce travail-là, j'ai adoré, tout de suite. J'ai adoré ce contact très, très proche. Est-ce que vous m'entendez bien, en fait? Parce que moi, je ne m'entends pas. D'accord. Pas très bien? Un peu plus. Très bien ou pas très bien? Peut-être un peu plus comme ça. Comme ça déjà. Ah ouais, comme ça? Ouais. J'ai adoré ce contact très, très proche avec le texte, où on va le chercher dans les petits coins, on regarde comment il est fait, on va loin à la fois dans la langue, mais aussi dans la structure du texte. Et en fait, ça m'a plus plu que tout ce que j'avais étudié jusque-là. J'avais l'impression d'avoir un peu trouvé mon espace. Je pense que, à part l'auteur du texte, le traducteur est peut-être celui qui le regarde
du plus près, quoi, qui se l'approprie de façon... Enfin, c'est vraiment une lecture extrême, je dirais. Et j'ai adoré cette situation par rapport au texte. Ça me paraissait, pour moi, plus satisfaisant que de faire de la critique littéraire ou de la recherche théorique sur la littérature ou je ne sais pas, quoi. C'était... je me sentais bien, là. Donc, j'ai pu vraiment arrêter. J'avais trouvé mon... Bon, ensuite, l'écriture est arrivée. Ou revenue, peut-être, parce que oui. Les velléités d'écriture, elles sont là, en général, dès l'adolescence, mais elles n'étaient pas allées jusqu'au bout. Mais enfin, je dois dire, c'est quand même la traduction qui m'a ramenée à l'écriture. Parce que quand même, les deux activités ont beaucoup en commun. Je ne sais pas si ça paraît peut-être paradoxal, mais moi, je trouve que pour moi, c'est très vrai. C'est l'écriture des autres qui t'a ramené à ta propre écriture aussi, à l'envie c'est une leçon d'écriture, la traduction. C'est vraiment une leçon de style, de travail sur son propre premier jet. Vous voyez, on apprend à être critique par rapport à ce qui est déjà écrit, à dire non, le rythme, c'est pas encore ça, c'est pas l'idée que j'avais perçue en lisant l'original. Et finalement, ce travail comme ça sur le premier jet, il est très proche, que ce soit de l'écriture ou de la traduction. Quand je revois mes premiers jets d'écriture, là aussi, je me dis, c'est pas l'image que j'avais en tête en écrivant. Donc en fait, il faut aller rechercher une sorte d'idée originale qui parfois est un peu masquée par les mots, tant qu'ils ne sont pas parfaitement travaillés, assouplis comme un cuir. Alors on va effectivement... Non, il me semble que de nouveau, je ne tiens pas bien mon micro. Non, je pense qu'on t'entend bien là. Hein bon. De toute façon, je ne parle pas, je bouge. On va effectivement parler de livres très, très précisément, mais c'est intéressant de noter que dans ton travail de traduction aussi, tu n'as pas traduit justement que des romans, il y a aussi eu des essais, il y a eu aussi des ouvrages qui ont une espèce de portée scientifique importante, et donc ça veut dire que c'est une palette quand même d'appréhension de la langue très large. Ouais, j'ai commencé par beaucoup traduire disons au sens large des sciences humaines, puisque c'était comme ça que j'ai commencé, c'était des articles scientifiques pour mon directeur de thèse ou son entourage. Et en fait, je suis restée très attachée à ce travail-là, qui est encore assez différent de la traduction littéraire. Enfin, pas radicalement différent, ça reste de la traduction, mais quand même les problématiques sont un peu différentes. On traduit du concept plutôt que de l'image, c'est assez différent. On est plus dans les mots. Il faut que le système de la langue, la logique soit bien apparente. J'aime aussi beaucoup ce travail. Je ne lâche pas ce volet de mon activité. J'aimerais y retourner assez régulièrement. Mais voilà, pour rester un peu dans les généralités sur la traduction, si j'aime ce travail, c'est aussi parce qu'il est extrêmement varié. On passe à tout moment, on change de problématique, on change d'univers, de style, et c'est difficile de s'ennuyer, quoi. Ça fait travailler des parties du cerveau très différentes à tout moment, et je pense que ça répond à un certain besoin de contraste, quoi, de variété. Alors on en vient à ce premier livre donc, de Tezer Ozlou, La vie hors du temps, voyage sur les traces de Kafka, Svevo et Pavese. Juste pour ne pas dire de bêtises, je vais me référer à l'excellente note de l'éditeur pour présenter l'auteur qui a vécu de 1942 à 1986, qui est né en Anatolie, qui a connu une enfance et une adolescence contraintes entre ses parents, un couple de professeurs laïcs, puis une institution catholique autrichienne qu'elle a fréquentée à Istanbul. Avant la fin de sa scolarité, prise de liberté et bientôt des hommes guettés par la folie qui la conduira un temps à l'hôpital psychiatrique en Turquie, amoureuse de la vie, elle part. Elle vivra entre Paris, Ankara, Istanbul, Berlin et Zurich, où elle mourra jeune d'ailleurs d'un cancer, laissant une œuvre littéraire aussi incandescente que son existence. Et on l'appréhende dans ce livre vraiment à la fois intéressant, dense, très émouvant, lors d'un moment où elle a une bourse littéraire à Berlin et où de Berlin, elle va donc voyager dans toute une série de villes d'Europe sur les traces de trois auteurs donc, qui ont toujours été vraiment pour elle des phares et des guides un peu littéraires, et elle va mettre ses pas dans ceux de ces trois auteurs, nous faisant découvrir
aussi des villes, mais avec également des retours de son enfance, de souvenirs, et toute une série de personnages aussi qui vont évidemment accompagner ces voyages. Mais avant peut-être d'entrer sur le fond et l'histoire même de ce livre, je crois que l'histoire même de la traduction est une histoire qui mérite d'être contée. Oui, c'est une de ces belles histoires éditoriales qui se font un peu par hasard et qui n'en sont que plus enthousiasmantes. Voilà, moi je ne connaissais absolument pas cet auteur, je connais assez mal la littérature turque, et je rencontre cet éditeur qui m'offre le premier livre qu'il avait publié de Tezer Özlü, c'est Les Nuits froides de l'enfance, qui est une autobiographie un peu plus classique. Ça, c'est plutôt un récit de voyage, un road movie, je ne sais pas très bien comment le... Et donc, en lisant le livre, en m'enthousiasmant pour cette écrivaine absolument fabuleuse, une sorte de fulguration de l'image, de la pensée, je m'aperçois dans la notice biographique que apparemment elle a écrit en allemand. Et je me dis, ah chouette, mais je pourrais la traduire, et donc je me renseigne. Et en fait, l'éditeur, en faisant des recherches, s'aperçoit qu'en fait, ce texte écrit en allemand n'a jamais été publié. Il a reçu un prix littéraire, mais sur manuscrit. Et depuis, on ne sait pas très bien où il est. Il y a une version traduite vers le turc. C'est déjà une histoire assez rocambolesque. Et donc, l'éditeur est allé à Istanbul, a parlé avec la famille, la sœur, je crois, et la fille de Tezer Özlü, qui a retrouvé dans le Nachlass, comment dire en allemand, un tapuscrit tapé à la machine avec encore des coquilles et des trucs ajoutés en marge. Et je me retrouve à traduire donc un manuscrit, que l'auteur avait... Il y avait quelque chose de complètement brut, quoi. J'avais l'impression d'être dans... C'était quelque chose de très émouvant, parce que déjà ce texte me frappait, me touchait énormément, mais en plus j'avais l'impression d'être vraiment dans l'atelier de l'auteur et de sentir presque sa respiration. Il y avait des erreurs de pagination, d'ailleurs on a eu des problèmes, il y avait une page 14 qui avait disparu, qu'on a retrouvée lors d'un autre voyage à Istanbul. C'était toute une histoire déjà assez émouvante et assez drôle, étonnante, quoi. Et est-ce que cette version va justement peut-être permettre alors que ce soit édité en allemand, alors finalement? Oui. Ce serait une belle histoire. Ce serait la boucle serait bouclée. Et donc, en fait, et ça me plaisait aussi de traduire un texte qui est écrit en allemand, mais par quelqu'un qui n'était pas germanophone, parce que c'est des situations d'écriture, dont j'étais déjà un peu familière. J'ai traduit plusieurs fois Tariq Ali, qui est un auteur britannique, mais d'origine pakistanaise, donc ce n'est pas non plus sa langue maternelle, et c'est une situation qui m'intéresse, qui m'amuse. Alors, Tariq Ali parle absolument couramment anglais, c'est pas alors que Tezer Özlü, elle a fait des études, elle est allée au lycée en fait, à l'Institut Saint-Georg à Istanbul, donc elle parlait très bien l'allemand, mais il y avait quand même des petits écarts par rapport à la langue standard que je trouvais très intéressant, que j'ai essayé de garder, pas trop lisser, pas enlever trop les choses un tout petit peu déroutantes. Et il y a beaucoup de choses déroutantes dans ce texte, parce qu'il y a cet aspect linguistique, mais aussi, c'est une femme qui a eu qui est schizophrène, ou en tout cas qui a eu des épisodes de dédoublement du moi. Donc parfois on ne sait plus très bien où on est, qui parle. Voilà, ça se traduit tu le dis d'ailleurs dans une petite note au départ, ça se traduit notamment par le statut d'un tu. Qui peut être différent. Ça peut être elle-même. C'est ça. Donc évidemment, ce texte est un petit peu déroutant quand on entre dedans. Surtout qu'en plus, il n'a pas été édité, donc il n'y a pas ce travail parfois un peu de lissage qu'opèrent généralement les éditeurs sur le manuscrit de leur auteur. Donc il y avait quelque chose de complètement brut. Et malgré cet aspect, cette étrangeté, ce côté qui pourrait paraître un peu morbide au départ, parce que elle est à Berlin, mais dans une situation vraiment lourde, Il y a eu des deuils autour d'elle, et donc elle va très mal en fait. Et elle décide de partir en voyage, mais le but de ce voyage, le but final, c'est quand même d'aller visiter. Elle va dans les lieux où Pavese s'est suicidé, donc on se dit à l'hôtel Roma à Turin. On a l'impression qu'on va entrer dans quelque chose d'assez lourd. Et peu à peu, à mesure qu'elle part, alors c'est un voyage aussi on va un peu à Vienne, à Prague, et puis presque jusqu'à Istanbul, on s'arrête quelque part à la frontière serbo-bulgare, je ne sais plus très bien, puis elle revient vers l'Italie, cette espèce de voyage un peu chaotique, comme on en faisait encore dans les années 80, peut-être beaucoup moins maintenant en fait. Moi ça m'est arrivé de prendre des trains comme ça, de faire des voyages un peu
un peu absurde. Il me semble Parce qu'on a qu'il perdu y a un les peu cette villes, mais il y a liberté. aussi les trains qui ont une importance dans Les villes, ce... les trains, il y a hein, beaucoup plus de dans frontières ce... qu'aujourd'hui, parce que bon, Berlin est encore coupé en deux, elle passe plusieurs fois la frontière entre ouest et est, donc il y avait quelque chose de très... Et en fait, malgré donc ces prémices peut-être un peu qui pourraient paraître un peu morbides et tout ça, en fait, c'est un hymne à la vie et à la liberté, quoi. Enfin, bon, il y a toutes cette façon de vivre la littérature, d'aller sur les traces des auteurs qu'elle a aimés, mais vraiment en le vivant de manière charnelle. Quand elle va voir la fille d'Italo Svevo, je trouve cette rencontre, c'est absolument magnifique, quoi. C'est quelque chose avec cette vieille dame, elle est âgée, c'est une dame Tout à qui doit fait, elle a avoir 84 ans. ans. Oui. Et ça ruisselle de vie, quoi. C'est formidable. On a l'impression de retourner. On est à plein d'époques à la fois. Et puis il y a aussi cet aspect sensuel, quoi. Bon, tout ce voyage est émaillé de rencontres avec des hommes. De jeunes hommes. En général toujours. 21, 22 ans. Enfin, Ouais. bon, toujours très beaux, d'ailleurs, enfin, ou souvent. Ouais, bon, il faut qu'ils soient beaux, mais pas seulement. Et bon, donc il y a Ladislav, il y a Zoran, et puis Orazio, le réceptionniste de l'hôtel. Bon, bref, on s'ennuie pas du tout. Et en fait, il y a une sorte de reconquête comment dire, de sa vie dans l'écriture. Alors, qui est très, très belle et très touchante. En plus, tout ça reste dans des mots relativement simples, je trouve. Peut-être c'est cet aspect, quand on écrit dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle, on a peut-être tendance à employer un vocabulaire un peu plus simple. Je crois, il me semble que c'est souvent Et du coup, il y a quelque chose de très direct, quoi, que j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré. Alors, je voulais juste vous livrer, ça te fera réagir aussi, juste quelques extraits, quelques lignes prises à différents endroits, parce que je trouve que c'est caractéristique un peu de l'esprit de ce livre, effectivement, du vent de liberté qui s'ouvre dans ce livre, et puis de la personnalité aussi de l'auteur. Et avec un mot, vous allez voir, qui revient souvent, mais évidemment pour le dépasser, ça m'a marqué, c'est le mot limite. Alors, par exemple, elle dit ceci: à part dans les livres, je n'avais rencontré personne qui ait pu accepter mon moi, mon absence de limite, d'où ma quête inlassable, mais toujours c'est moi-même qui ai dû m'accepter. Dans un être quelconque ou une image quelconque du jour ou de la nuit, l'amour est-il inapaisable, même quand les corps se mêlent? Est-il inapaisable même en cet instant de mort en pleine vie, cet instant où l'on naît, cet instant où l'on meurt? Et puis, un peu plus loin... Alors là, si on peut parler justement d'un problème de traduction, voilà, elle parle de limite, mais elle parle de frontière. C'est le même mot en allemand, donc parfois je deviens un petit peu rusée. Alors, est-ce que ça veut dire que... différent, c'est différent en français. La limite, on ne voit... Enfin bon, oui, je ne vais pas vous faire un cours de français. Mais vous voyez ce que... Elle jouait sur les deux, et en fait, comme les frontières sont très importantes au cours de ce voyage, c'était parfois... voilà, il fallait... Ouais, voilà, c'est ça. Et tantôt, elle parlait clairement des limites de, je sais pas, l'enfermement dans la vie bourgeoise ou dans la vie conjugale, enfin que sais-je, ou dans, comment dire, l'institution au sens large. Parfois, elle parlait tout simplement de la frontière, quoi. Et c'était important aussi ce passage des frontières parce que elle est dans un univers où c'est le même mot. Donc elle fait le rapprochement. Et donc, bon. Voilà. Alors, je vais te livrer un autre extrait où il y a aussi question de limite, donc on va comparer. Et donc là où elle évoque effectivement Svevo, donc un des auteurs sur les traces duquel elle part. Je pense aux descriptions de l'amour, de la jalousie, du mariage, de la mort, chez ce fumeur le plus enragé de toute la littérature mondiale, qui tentait d'apaiser sa propre absence de limite en fumant des cigarettes et en décrivant merveilleusement les sentiments enfouis, ceux qu'on ne perçoit pas soi-même et qu'on ne retrouve en soi qu'après avoir lu Italo Svevo. Et elle ajoute: je me souviens des journées à l'hôpital psychiatrique universitaire d'Istanbul où je fumais quotidiennement 60 cigarettes parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Ils voulaient me prendre ma liberté pour toujours, ils n'ont pas réussi. Aujourd'hui, 12 juillet, me voilà dans la salle Svevo de la bibliothèque municipale de Trieste en train de respirer l'odeur des 400 000 livres entreposés sur ces étagères. Là, c'est pas la frontière, j'imagine, ce limite-là. C'est l'absence de limite Oui. C'est vraiment frappant, je trouve, cette volonté qu'elle a vraiment
de dépasser effectivement les limites, les frontières, à tous égards, parce que c'est aussi même les frontières, par exemple, d'une maison. Elle dit à un moment donné, les maisons devraient être faites simplement pour passer, pour être vues une seule fois. On ne doit pas habiter les maisons. Oui, il y a cet aspect-là. Puis en t'écoutant, je pense aussi à un autre aspect dont elle ne parle pas, mais qui me semble présent, c'est les frontières très mouvantes de l'espace germanophone, en fait. Parce qu'alors, il va être question de Kafka, donc c'est la langue allemande, mais à Prague. Ensuite, il va être question de Svevo, qui n'est pas germanophone, mais qui est d'une famille d'origine... est-ce que c'est allemande ou autrichienne? Je ne sais plus. Enfin bon, c'est l'ancien empire austro-hongrois. Donc on est dans un espace qui est assez mobile et aux contours flous, aux limites et aux frontières floues. Et elle-même, elle vit dans la langue allemande, en tout cas à cette époque-là. Et voilà, elle transporte une sorte d'espace. Elle parle de l'espace linguistique. Elle parle de vivre dans une langue. Donc, mais c'est une sorte d'espace qu'on peut transporter avec soi. Et pour moi, c'était aussi une sorte de lieu un peu immatériel dans lequel j'ai fait sa connaissance. Parce que bon, moi, je ne peux pas lire le turc, elle n'a pas écrit en français. Et je l'ai rencontrée dans la langue allemande. Donc je trouvais ça très beau. En général, ça se passe plutôt par l'anglais, qui est devenu la lingua franca un peu universelle, mais pas toujours. Il m'est arrivé plusieurs fois, un peu dans l'Europe de l'Est, de me servir de l'allemand comme langue de passage, je sais pas, avec des Hongrois, parfois avec des Russes d'un certain âge, ou dans les pays baltes. L'allemand, ça restait une... Et là aussi, j'aimais, je trouvais ça touchant, quoi. Pour moi aussi, qui suis arrivée à cette langue d'une manière un peu... par les livres aussi, par le goût de la littérature et de certains auteurs. C'était aussi son cas, en fait. Je pense qu'elle a détesté d'être scolarisée à l'Institut St. Georg, qui n'avait pas l'air très, très, très rigolo, quoi. Surtout pour quelqu'un d'aussi pétulant, explosif. Ouais. Par contre, on sent qu'elle a vraiment eu des coups de foudre littéraires aussi. Elle parlait énormément, voilà, de Kafka, de Goethe, de Schiller. On sent que ça l'a ancré dans la langue. C'est vrai qu'il y a un moment donné où elle va visiter, enfin, elle va voir un buste de Pavès, je crois, et elle dit il est situé entre deux écoles, et je ne donne pas un regard parce que je déteste les écoles. Alors, pour encore une dernière citation, peut-être toujours en rapport avec ses limites, et qui rejoint un thème très important du livre dont on a déjà parlé. Elle dit à Santo Stefano Belbo: je comprends aussi pourquoi j'ai eu autant d'hommes, cette multitude d'hommes qui aujourd'hui forment un tas comme les épluchures de pommes de ma mère. Je craignais de me retrouver seul avec mon absence de limite, et j'avais besoin de quelqu'un, n'importe qui, pour qu'il m'en donne. Maintenant que je vis dans mon absence de limite et ressens la vie plus profondément qu'avant, je suis résolu à ne plus avoir peur. Il est plus agréable de porter son propre poids que celui des autres. Et c'est vrai que cette notion d'amour comme dépassement aussi des limites et d'accès à un infini éphémère et répété presque le plus souvent possible au gré de ce voyage. C'est, comme tu le disais, un fil rouge important de ce livre quand même. Oui. Puis cette très belle partie du dialogue avec la fille de Svevo qui lui raconte qu'en fait elle a un seul homme, quoi, voilà. Un jeune homme qu'elle a rencontré, elle avait 15 ans, il en avait 17, et voilà, toute sa vie s'est passée avec lui, et elles ont une sorte de... Enfin, elle se dit, mais finalement, on cherchait un peu la même chose. Enfin, il y avait quelque chose de enfin, quand elle parle de ce passage de cette collection, quoi, c'est pas cynique en fait, c'est plutôt une sorte de... Et d'ailleurs, ces hommes de passage lui sont très attachés. Enfin, souvent, c'est une rencontre qui dure quelques heures, puis il y en a plusieurs qui font des pieds et des mains pour aller la retrouver au pied d'un train, enfin, alors qu'elle va monter dans le train à Turin, je ne sais où. Enfin, il y en a deux au moins qui essayent absolument de la revoir, parce que ça a été comme une sorte d'éblouissement, quoi. C'est pas seulement sensuel, mais c'est cette rencontre, quoi, avec cette femme extraordinaire qui traverse un peu leur quotidien avec une qui éclaire leur quotidien avec sa liberté et son absence de limite, quoi. Oui. C'est voilà, je trouvais que c'était une façon vraiment originale de parler de ça. Puis elle est aussi, à cette époque-là, elle est aussi mariée, hein, elle a un enfant avec quelqu'un, et puis elle a une sorte d'histoire de couple qui est en train de s'achever. En fait, il faut peut-être aussi préciser que c'est au moment d'une rupture, donc ça explique peut-être aussi le besoin comme ça de papillonner. Mais enfin, mais la façon dont elle en parle est à la fois marquée par une grande liberté, mais aussi par une sorte de respect pour
pour la relation humaine que la relation amoureuse. Enfin, chaque fois des rencontres singulières, où d'ailleurs parfois elle joue le rôle d'initiatrice, évidemment, aussi, à un moment donné, et, dans le rôle de tel ou tel... dans la vie de tel ou tel personnage. Alors, il y a une attention aussi, et ça, c'est quand même... Bon, il y a effectivement, là, on parle des amants qu'elle rencontre, mais elle est sur les traces, évidemment, de ces trois écrivains, mais il y a aussi une attention, je dirais, vraiment à l'homme, à toute une série de personnages qu'elle rencontre pendant le voyage, et ce sont beaucoup, par exemple, les immigrés, les travailleurs. Elle dit à un moment donné, je n'aime absolument pas les gens qui partent en vacances, je déteste les vacanciers, mais je peux toujours considérer ou regarder un travailleur. Ce qu'elle aime, c'est les gens qui, comme ça, dans un quotidien qui n'est pas le sien, parce qu'elle traverse un peu tout ça, comme tu disais, comme un peu une héroïne. Oui. Très libre, mais elle est très attentive elle a cette espèce d'humanité de sentir en fait les populations, parfois oui, alors là c'est sa position de Turc, oui, qui donc est à ce moment-là installé en Allemagne comme écrivain, voilà, ayant une bourse du DAAD. Mais voilà, bon, Berlin, il y a énormément d'immigrés turcs qui sont là pour travailler, qui ont des vies assez tristes, hein, qui la ramènent en fait à cette enfance et à cette jeunesse absolument mortifère en Turquie, dans les petites villes d'Anatolie où elle a énormément souffert. Il y a des pages sur l'enfance où c'est vraiment aux antipodes du cliché sur l'enfance riante, douce, heureuse. Elle a haï son enfance, quoi. Pour elle, c'était une sorte de l'enfance, c'était une prison, quoi. Une absence de liberté totale, le côté monotone et morne de la vie d'enfant, quoi, qui ne peut pas... qui ne peut rien faire de façon autonome. Et donc, en fait, tous ces Turcs travaillant en Allemagne, il y a une sorte de compassion, mais aussi de rejet viscéral, quoi, de cette existence. Elle s'afflige sur leur sort, mais en même temps, il y a des choses... c'est au vitriol, quoi. Quand elle décrit comme ça des... Voilà, et c'est malheureux. En plus, elle est sur la route un peu que prennent les Turcs qui rentrent en vacances au pays parce que c'est l'été. Et donc, elle les décrit là dans les voitures. C'est trajet harassant, la voiture surchargée. Et on sent qu'elle est un petit peu dans un entre-deux, quoi. Elle est renvoyée à une image d'elle qui n'est pas du tout celle qu'elle s'est créée. Mais il y a aussi une douceur humaine derrière ce regard un peu au vitriol. Ouais. Alors, un aspect que je voudrais que tu abordes, parce que justement ça peut être intéressant de savoir si ça a provoqué de difficultés de traduction particulières, mais on n'a peut-être pas encore souligné que... On parle d'un voyage ici, évidemment, et vous avez compris qu'il y a des allers, des retours dans toute une série de villes d'Europe à la recherche de ces trois écrivains. Mais le moment où elle écrit, en fait, les différentes scènes, est très particulier, parce qu'elle n'écrit pas nécessairement... C'est pas chronologique, si vous voulez. Elle se retrouve parfois dans une ville à faire un flashback en expliquant ce qui s'est passé dans une autre peu de temps, mais avant, mais en ayant entre-temps écrit des choses au présent qu'elle était en train de vivre dans cette ville. Et donc tout ça fait que ce journal, ce livre, qui est lui-même assez fragmenté, parce qu'il est une espèce de volcan comme ça, éruptif et très, 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 très beau dans la langue, est aussi fragmenté chronologiquement dans l'écriture. Alors, comment tu as dû appréhender ça ? En fait, c'est un problème que j'ai retrouvé moi-même juste après en écrivant La carte de Mendelssohn, où il y a une certaine partie qui consiste en un journal. Et j'ai compris, en fait, concrètement, quels étaient les problèmes de quelqu'un qui voyage tout en notant son voyage et en écrivant à partir de ce voyage. Mais on ne peut pas à la fois vivre et écrire, quoi. C'est pas possible. Voilà. Bon, c'est un truisme, mais c'est vrai. Il y a des moments où on va faire les choses, où elle va voir la fille de Svevo, elle reste plusieurs heures avec elle, il se passe des choses. Mais le moment où elle peut le noter, c'est le soir. C'est le soir même où elle est dans un café, donc elle décrit à la fois voilà, les vieux Italiens qui sont dans le café autour d'elle, et puis elle revient à la scène qui s'est passée quelques heures plus tôt. Bon, là, c'est encore dans la même journée. Il y a aussi Prague et Vienne, enfin c'est compliqué. Elle peut raconter son séjour à Prague une fois qu'elle est à Vienne, donc ça ajoute un peu au côté un peu au brouillage, un peu spatio-temporel qui est là, à mon avis, je pense, le reflet de son propre univers mental.
c'était compliqué. Parce que alors moi, en ce qui me concerne en tant qu'auteur, dans la carte des Menetza, j'ai dû énormément retravailler cette partie du journal parce que je me disais, le lecteur n'y va rien comprendre. Mais là, j'avais un manuscrit sous les yeux, un manuscrit qu'aucun éditeur était venu un peu en disant ça va pas, il faut remettre tout ça un peu dans l'ordre chronologique. Tu Donc dois quand même c'était te brut. tenir au manuscrit. Oui. Mais finalement, il me semble qu'on s'y retrouve. On est Oui, un petit tout à peu, fait, tout à fait. Enfin, de toute façon, d'un bout à l'autre, on est un peu secoué, quoi. On est un peu baladé. On sait pas toujours très bien où on est, mais c'est pas grave en fait. Le texte, il fonctionne très très bien comme ça. C'est dans je pense que c'est dans sa nature et ces changements de voilà, ces petits, comment dire, ces petites vibrations chronologiques, elles ajoutent. Je trouve qu'elles ajoutent beaucoup parce qu'on a l'impression d'être dedans, quoi. On a vraiment l'impression de lire un texte aussi un texte de travail, quoi. Pas seulement un livre qui est achevé, qui a sa beauté finie. Tout à fait. Mais aussi il y a la chair, le côté un tout petit peu bordélique, excusez-moi, de la notation sur le vif. Je trouve que ça ajoute beaucoup. Ça ajoute à la voix, quoi. On entend quelque chose de. Parfois, elle fait allusion au fait que voilà, elle avait commencé à noter ça, mais qu'il s'est passé autre chose. Il y a eu Zoran qui arrivait, et du coup, voilà. Et ça a interrompu la phrase qu'elle commençait. Et on s'y perd pas, quoi. On suit. On sent surtout que voilà, la réalité, elle existe aussi vraiment définitivement quand elle est écrite et qu'il y a cette nécessité absolue. Elle dit à un moment donné, finalement, la littérature est plus vivante que la vie, ou plus forte que la vie. Et donc ça, on le sent très bien. Et puis, il y a encore une autre couche aussi, finalement, qui traverse tout le livre et qui, elle, est encore plus anachronique, si on peut dire. C'est toute la couche de souvenirs d'enfance et tout ce qui la ramène à effectivement sa Turquie d'enfance et la moindre petite sensation ou une scène vécue dans telle ou telle ville directement vraiment une scène, dans le passé. Scène de l'enfance. Et c'est très beau et très émouvant. Ouais. Plus que si elle nous avait raconté, finalement, elle avait pris un chapitre à un moment donné pour nous raconter son enfance. On la découvre finalement au fur et à mesure, de manière impressionniste. C'est ça. Voilà, en fait, chaque fois qu'elle est dans le train, ce qui arrive quand même assez souvent, elle a des images d'enfance qui lui remontent. Y compris le fait que le train la faisait déjà rêver, enfant. C'était l'ailleurs, ce qui pourrait l'emmener hors de cet univers un peu morne. Ou les champs de blé aussi. Elle disait à une époque, les champs de blé, c'était mes rails. Parce que voilà, c'était le lointain, ce qui vous fait penser à l'ailleurs. Et du coup, oui, c'est vrai, ces tableaux d'enfance. Bon, pour elle, c'était des mauvais souvenirs, mais je trouve qu'ils sont très beaux, en fait. Qui, pour nous, le lecteur, sont très touchants. Alors, juste avant de passer au deuxième livre, encore juste une dernière précision sur celui-ci, parce que La vie hors du temps, en fait, je crois que le titre, c'est le titre d'un scénario qui est en fait, qui est à la fin aussi. Et donc, parce que c'était sur les traces d'un suicide, en fait. Voilà, je crois, ça c'était une décision éditoriale. On s'est dit avec l'éditeur que c'était peut-être un peu, que ça allait peut-être le texte principal, donc c'est sur les traces d'un suicide et que c'est devenu La vie hors du temps. Donc on a un peu embouti les deux titres. Et surtout qu'en fait, sur les traces d'un suicide, c'était un titre qui était trop sombre, qui décrivait mal le contenu. Le texte, on n'est pas du tout sur les traces d'un suicide, on est sur les traces d'une renaissance, en fait, je trouve. Et du coup, bon voilà, mais vous savez, les titres, c'est toujours le plus grand lieu de bidouillage surtout dans une traduction en fait. Mais c'était quand même un titre d'elle qu'elle avait donné un scénario. En fait, La vie hors du temps, c'est le titre du scénario qui malheureusement n'a pas été tourné. Il y a eu beaucoup d'intérêt de la part des uns et des autres, en particulier Wenders, je crois. Et puis elle est morte en fait peu après, quelques années après, donc c'était ça aussi qui ajoutait au côté très émouvant, quoi, peut-être là aussi, ça suscitera peut-être aussi des vocations. Oui. Alors, nous allons passer au deuxième livre, donc Rosamund Adden, L'amour a le goût des fraises, traduit de l'anglais. Alors là aussi, je vous plante le décor, donc tout récemment paru aux éditions Sabine Vespizer. Alors, en fait, le livre s'ouvre sur l'annonce d'une mort brutale, celle du peintre Ivor Woodall, qui sème la consternation parmi tous ceux qui ont fréquenté son cours de dessin au Cap, en Afrique du Sud. Et on va en fait avoir, grâce à ce coup de théâtre de départ, le portrait très vivant, très riche, plein de fantaisie et
vraiment une écriture tout à fait plaisante, de toute une série de personnages qui tournaient autour de ce professeur qui ont fréquenté son cours. Alors il y a Françoise, une jeune Rwandaise réfugiée au Cap qui était modèle, elle, à ce cours pour arrondir ses fins de mois et évidemment qui découvre avec inquiétude cette nécrologie, qui vit avec sa sœur dont elle est un petit peu la protectrice, sa sœur qui est un personnage vraiment étonnant ou en couleur, l'imprévisible Doudou, très sensuel, qui fait les 400 coups, qui est sa sœur cadette et qui est vraiment un personnage complètement étonnant. Il y a Stella, qui était aussi élève au cours de dessin et qui, elle, a connu d'ailleurs ce peintre lorsqu'elle était jeune adolescente, puisqu'il a été l'amant de sa mère. Et donc, c'est des retrouvailles par hasard au moment de ce cours, et il y a aussi toute une histoire évidemment qui tourne autour du destin de Stella. Et puis il y a toute une série de personnages qu'on ne dira pas secondaires parce que c'est magnifiquement tissé, composé, et donc chaque personnage évidemment a sa place, et Timothy qui tombera, vous le verrez, amoureux de l'une des héroïnes, ou Luc ou Jude ont chacun une place dans ce livre. Alors là aussi, il y a de manière beaucoup plus classique, il y a des allers-retours aussi dans ce livre, puisque on commence avec cette annonce brutale, on revient pour une large partie du livre avec un flashback sur la vie de quelques mois plus tôt de tous ces personnages, et puis vous le lirez, on fait un bond dans le temps aussi pour la suite du livre. Alors c'est vraiment un livre que j'ai trouvé extrêmement agréable et vraiment l'exemple d'un savoir-faire. C'est difficile de le lâcher en fait. Moi, oui, au départ, je l'avais reçu en lecture simplement pour faire une note de lecture, et en fait, j'avais du mal à m'arrêter. Je trouvais que c'était extrêmement prenant, quoi. Il y a un côté comme ça. Voilà, il y a quand même 7-8 personnages, dont 2 héroïnes principales, mais enfin, c'est quand même toute une galerie de personnages dont les vies vont interagir comme ça de manière assez... Et puis, on a un peu peur quand on ne sait pas très bien ce qui pourrait arriver, surtout avec Doudou, qui est imprévisible, mais jusqu'à la quasi-criminalité. Enfin, on se demande toujours ce qui va se passer quand elle part dans ses plans un peu, et donc on se dit mais est-ce qu'il a été tué cet homme, parce qu'on ne sait pas très bien pendant la plupart du livre, on ne sait pas de quoi il est mort, et on se dit mais est-ce que c'est une histoire de meurtre ou on ne sait pas. Il y a quelque chose d'un peu à la fois un petit peu angoissant comme un thriller, mais il y a aussi des pages très savoureuses quoi, sur même dans des personnages tout à fait secondaires qu'on ne voit que de temps en temps, quoi, tous ces gens dans ce village un petit peu chic comme ça à Asheville, avec tous ces... Enfin, ce discours comme ça feutré sur les gens de couleur. Donc, on n'ose pas dire des trucs qui ne sont pas politiquement corrects, mais en même temps, il y a un subtexte. Enfin, je trouvais ça, j'aimais beaucoup. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de sociologiquement très, très juste. On entendait la tonalité de certains biais idéologiques et tout ça. Je trouvais que c'était assez subtil. Surtout les dialogues. La majeure partie du travail, c'était vraiment sur ces dialogues qui sont assez nombreux dans le texte. Ça consiste, je dirais pas essentiellement en dialogue, mais il y en a vraiment beaucoup. Et c'est un travail que j'ai beaucoup aimé parce qu'il me changeait un peu de ce que je traduis habituellement. C'est plaisant de traduire des dialogues, surtout très très contemporains, quoi, parce qu'il faut retrouver des tournures familières, des choses qui marchent bien, parce qu'un dialogue oral, enfin, c'est par définition oral, mais c'est pas un dialogue de théâtre, c'est des dialogues très réalistes. Ouais, tout à fait. Il y a un rythme comme ça, tac, 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 quelqu'un rebondit sur un mot, il faut que ça fonctionne aussi dans l'autre langue. Et j'ai beaucoup aimé ce travail, en fait, c'était très différent de nouveau. Est-ce que c'est difficile justement quand il y a cette abondance de dialogue, effectivement, non seulement abondance de dialogue, mais il y a vraiment un rythme dans ce roman, une succession. D'ailleurs, ça ferait évidemment, c'est un peu banal de le dire chaque fois qu'il y a un roman comme ça qui a cette espèce de savoir-faire en termes de rythme et de composition, ça ferait un excellent film. Parce que je pense que c'est un petit peu écrit dans... Enfin, pas comme un scénario, mais il me semble quand même que c'est toujours coupé en petites unités avec un point de vue subjectif. Par scène, par rythme. Voilà, c'était là. On sait où est le point de vue à tel moment, et on suit tel personnage sur un petit bout de chemin, puis paf, on change de plan. C'est peut-être pas un plan, je m'y connais pas très bien en cinéma. Tu peux nous dire au niveau de la traduction, justement, qu'est-ce qui est plus difficile, plus spécifique par rapport à ce travail? Il faut une espèce d'exactitude par rapport au dialogue. Faut que ça marche, faut que ça sonne. Il faut bien arriver à entendre la voix de chacun.
parce qu'elle est là, quoi, dans le... Mais bon, sur le premier jeu, alors moi, mes préjugés sont toujours un peu laborieux. J'ai l'impression de faire un travail un peu de gros travail, quoi, pas très soigné. Puis après, je reprends ça, je me dis, ah mais non, mais ça va pas, on a l'impression qu'ils ont tous le même ton. Et c'est pas ça. Et là, là j'ai bien travaillé sur... parce qu'aussi, il y a différents argots, quoi. Il y a des argots qui datent un peu. Donc tel monsieur qui a plutôt la soixantaine, il va employer des mots... il faut faire attention à ce qu'on... Sinon, il y a quelque chose qui sonne faux, quoi, quand on est... Donc j'ai beaucoup retravaillé sur le ton de chaque personnage, de manière... Alors, moi, j'entends leur voix maintenant, mais j'espère que c'est le cas pour le lecteur aussi. Mais oui, c'est ce qui était, bon, disons, difficile, entre guillemets, mais c'est ce qui est plaisant aussi dans ce travail-là. C'était très... comment dire, stimulant comme Et est-ce que tu te permets, sans dévoiler trop de secrets, mais pour trouver justement le bon ton, est-ce que tu te permets parfois des petites libertés, à savoir, bon, c'est peut-être pas exactement le mot qui traduit, par exemple dans le cadre d'un dialogue ou d'une réplique, mais ce mot-là ou cette tournure-là, plus ou moins équivalente, va être plus efficace et va être plus en phase avec le caractère du personnage. Oui, apparemment, tu as scruté de près l'original. Oui, de temps en temps, je l'ai fait parce que ça, c'était trop bien, quoi. C'était pas exactement ça, mais enfin, parfois, dans un dialogue, le sens lui-même... Enfin, parfois, c'est très important, évidemment, il faut dire exactement ce qui est... Mais parfois, ce qui ressort, c'est finalement la saveur de la formule. Et si c'est pas exactement ça, au millimètre près, c'est pas grave parce que... Par exemple, Ivor, je lui ai mis quelques tournures dans la bouche. C'était pas exactement ça dans le dialogue, mais peu importe. D'accord. Je trouvais qu'on le... Alors bon, c'est très discutable. Hein. Je suis en train effectivement, de dire des choses sur lesquelles on pourrait m'attaquer, mais bon, oui, il faut prendre un peu des risques dans une traduction, je pense. Pour que ça aille de... Enfin, je suis pas en train de parler d'un ouvrage théorique avec des concepts qui sont déjà étudiés depuis 150 ans. Là, on essaie de pas prendre trop de risques. En tout cas, on les mesure... de façon un peu moins subjective, mais là, il me semblait que j'avais quand même une petite latitude. En tout cas, ça fonctionne vraiment très bien. Et effectivement, on est emporté par ce roman. Une fois qu'on entre dedans, on a vraiment envie de connaître le destin de tous ces personnages, avec un côté un peu suspense, effectivement, qui parcourt le livre. On est touché, évidemment, par ce destin. On peut le dire parce que c'est pas, on le sait on le sait au début. C'est ce personnage de Françoise, jeune fille de 21 ans qui veille sur sa jeune sœur Doudou, 17 ans, qui est un personnage, vous l'avez vu, assez étonnant, pétillant, etc. C'est un destin assez tragique puisqu'elles ont fui le Rwanda. Le père était marié à leur mère qui était Tutsi, il s'est remarié à une Hutu. La mère a fui et elles sont arrivées au Cap parce qu'elles ont fui évidemment le Rwanda au moment des massacres. Donc elles essaient de vivoter, c'est une sorte de leçon de survie, quoi. Et Françoise est vraiment un personnage très attachant, je trouve. Oui, et ce couple est très attachant parce qu'à la fois, Doudou est parfois un peu comme un sparadrap pour Françoise qui voudrait un petit peu vivre sa vie en toute autonomie, mais en même temps, évidemment, elles sont complètement inséparables. Ouais, elles sont fusionnelles, et en fait, elles n'arrivent pas à se séparer. Il y a un jeu, d'ailleurs, parfois, c'est un peu cruel. Hein, il y a aussi de la manipulation. Enfin, Doudou est une... Enfin, ce couple de sœurs, ça me faisait pas seulement rire. Je trouvais que c'était assez dur aussi. En plus, il y a un secret assez grave, quoi, qui les réunit, mais ça, c'est peut-être pas en parler parce qu'on ne sait qu'à la fin. Mais justement, je trouve que l'histoire de ce thème de la manipulation, il y a beaucoup au-delà de ce couple-là, oui, entre le professeur de dessin, Ivor, c'est lui qui est mort au commencement, à l'ouverture du livre. C'est un roi de la manipulation, quoi, dans ses rapports, dans ses cours, mais pas seulement, quoi. C'est l'impression un peu, c'est l'araignée qui tisse sa toile. En même temps, il n'est pas totalement antipathique, comme tout bon manipulateur. En plus, il a un charisme, il est beau. Et je trouvais ça intéressant, assez dérangeant souvent. Enfin, je trouve qu'il y a pas mal de sorte de cruauté feutrée dans les rapports. Il y a du cynisme chez toute une série de personnages. Enfin, oui, pas dans la narration, pas chez l'auteur, mais et ni chez Françoise ni chez Stella, mais c'est quand même deux victimes, victimes de choses d'ailleurs qui n'ont absolument rien à voir entre elles. Françoise est une victime du génocide rwandais et Stella, est victime de quoi, d'une éducation dysfonctionnelle et assez, Mais elle est très touchante aussi à sa manière, dans sa quête de. Elle, c'était une sorte de relation fusionnelle avec une mère un peu, comment dire. Enfin, c'est très beau aussi ce couple mère-fille, mais c'est assez cruel souvent. Enfin, il y a comme ça ces sortes de
de souffrances dont on ne parle pas, parce que voilà, c'est du quotidien. Après tout, on n'arrive même pas à mettre le doigt dessus. Qu'est-ce qui fait souffrir là-dedans? Mais je trouve que c'est très bien dit, très bien raconté sans gros sabots, quoi. De manière assez, avec pas mal d'humour aussi. Tout à fait. Et la langue est très limpide. Ça, c'est évidemment le mérite de la traductrice, entre autres, ça, j'imagine. Mais je veux dire qu'il y a une subtilité psychologique, mais qui passe dans une langue tout à fait. Ça se lit vraiment admirablement. Peut-être on pourrait vous demander, parce que je crois qu'on est tenu de bien respecter l'horaire. On pourrait vous donner la parole pour rebondir peut-être sur l'une ou l'autre lecture à propos d'un des deux livres. Madame. Ah non. Enfin bon, ça m'est arrivé, j'ai essayé sur un petit bout, sur un chapitre, mais en fait c'était un travail démesuré. D'abord, moi je suis traductrice, mais vers le français. Alors quand j'essaie de traduire vers une autre langue, c'est du thème, j'ai beau m'escrimer, c'est jamais vraiment très probant. Et puis en fait, c'est pas une situation très, très agréable parce qu'en fait, on se retrouve comme on est l'auteur, on peut réécrire. Et du coup, c'est pas vraiment de la traduction, ça devient une sorte d'adaptation à la langue et on se casse la tête puis on dit ah ben non, je devrais pas faire ça, mais si finalement pourquoi? Enfin bon, on n'est pas à sa place quoi. Et donc je refuse pas catégoriquement de le faire, mais d'abord je pense qu'un traducteur le fera mieux. Et en fait, j'aime pas trop ça, quoi. Finalement, ça prend autant de temps que d'écrire. Plus. Voilà, on réécrit, on se pose plein de questions, on se dit mais qu'est-ce que j'ai voulu dire exactement mais... Oui. et en fait, on s'aperçoit que même le texte source n'était pas exactement... Mais non, ça aurait été mieux comme ça. Je crois que j'ai mieux compris mon texte maintenant que je l'ai traduit. Bon, oublions, quoi. Ouais. Alors, il faut republier le texte original, après refaire une autre version. Au bout de 14 passages, ce que ça donne. Ça devient méconnaissable. Est-ce qu'il y a une autre question, une remarque? Oui. Vous êtes belge, donc belge francophone. Oui. Quand vous traduisez en français, est-ce que parfois vous vous dites, tiens, je pourrais utiliser telle image, la traduire avec une expression belge plutôt ou française? Est-ce que le dilemme peut se poser À vrai dire, ça fait quand même pas loin de 30 ans que je vis en France, donc c'est assez rare que des belgicismes me reviennent à l'esprit. Bon, de temps en temps... Est-ce qu'ils t'ont tiré d'affaire parfois dans... Je sais pas, effectivement, pour traduire une expression, tu ne trouves pas le mot juste et que oui. Tu te permets un belgicisme? Non, mais ça, en général, je ne le laisse pas parce qu'après, je dis mais qu'est-ce que c'est? La correctrice, le lecteur va dire mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'enrichit pas la langue de traduction. Demander quoi ou dire quoi, par exemple. Moi, ça fait pas très longtemps que j'ai appris que ça se disait pas en français de France. Enfin, si, ça se dit dans le Nord, en fait. Mais parfois, ce serait bien pratique, quoi. Demain, je te dirai quoi? Je ne sais pas encore si je pourrais aller à l'exposition avec toi, mais demain, je te dis quoi? Mais moi, je ne savais pas que ça... Bon. Mais bon, ça, c'est un peu résiduel, vous voyez. Et parfois, c'est bien pratique parce que c'est très économique, quoi. C'est court bien et sûr. Moi, je comprends très bien. Mais bon, c'est pas vraiment... Non, à vrai dire, j'ai quand même un peu perdu le contact avec Enfin, je comprends. Oui, tu comprends encore mots, le belge. Ouais. Non, de temps en temps, comme ça, il y a un mot qui me remonte, mais c'est pas tellement dans la traduction, parce que la traduction, c'est mon métier, donc j'ai des automatismes liés à la vie adulte. Non, c'est plutôt dans le vocabulaire enfantin, quoi, des objets de l'école. Enfin, ça, parfois, j'arrive pas à me... ça reste parce que l'objet est tellement lié à un mot particulier. Qui est tellement lié à une époque que, bon, d'abord, je pense farde, et après, je me dis non, on dit une chemise. Bon, ce genre de choses, quoi. Mais c'est plutôt anecdotique, quoi. On me l'a proposé de temps en temps. J'ai été tentée, mais j'ai un peu peur de ne pas être très pédagogique, en fait, de faire beaucoup de gestes et de plutôt montrer ce que je fais plutôt que de l'enseigner. Parce qu'en fait, je pense que pour enseigner, il faut avoir un peu des certitudes. Et moi, j'en ai pas beaucoup, je dois dire. En traduction... Je suis très pragmatique. D'un texte à l'autre, je change de politique, quoi. J'ai pas une grille comme ça qui va s'appliquer à chaque texte. Je trouve qu'il faut un peu sentir quel est le texte et après réfléchir à ce qu'on va faire. Bon, parfois, on peut, par exemple, prendre des libertés. Parfois, il n'en est pas question. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, franchement,
j'aurais un peu peur de ne pas être assez affirmative. Quand on enseigne à des gens, ils aiment entendre un discours clair et comment dire, un peu directif. Et je pense que je ne pourrais leur étaler que des doutes. Et peut-être que ça leur ferait du bien, mais c'est bien de douter. Il faut beaucoup douter quand on traduit, je pense. Oui, madame, et puis, pardon. Vous disputez pas, Vous battez pas. on fera les deux. J'espère que ce n'est pas une question piège parce qu'elle fait appel à votre mémoire. Même si vous parliez de ce personnage à qui, quelquefois, c'était plus important de faire dire une chose qui était peut-être un tout petit peu à côté du. Enfin, de ne pas traduire exactement. D'employer une expression parce elle caractérisait bien un personnage, mais bon, c'est. Et évidemment, si vous aviez un exemple en tête. Voilà, non, le travail sur ces 2 livres commence à remonter un petit peu et du coup, j'ai pas en tête. Je suis désolée. Il aurait fallu que je prépare mieux, que j'aille regarder l'original, mais Enfin bon, c'est peu de choses. Hein. Je suis en train de grossir à la loupe un truc qui était un écart un peu infime. Tu parlais d'Ivor dans le personnage d'Ivor. Oui, c'était Ivor. Ouais. Si ça a été un peu plus un atelier, j'aurais préparé, je serais allée chercher. Mais là, honnêtement, le Hayden, ça fait un peu plus ou moins un an que je l'ai fini. Enfin, bon. Et le Thésard, c'était il y a 3 ans, quoi. Et donc, j'ai plus vraiment la mémoire vive. En fait, on est toutes les deux traductrices, donc toutes ces questions, évidemment, nous intéressent beaucoup. Je pense que ça dépend aussi, là, si on traduit, par exemple, peut-être plus que du sens du son, de la musique, de l'évocation, mais ce n'était pas du tout ma question, en fait. Ça, c'était un peu ce que John là. Ma question portait sur ton travail d'écrivain et de traductrice, que je trouve ça vraiment très intéressant. Et je me demandais, dans l'organisation, si tu peux faire les deux en même temps, simultanément, parallèlement, par exemple le matin, comme disait Agnès de ça, je traduis le matin et j'écris l'après-midi, ou si au contraire, comme dans la tête, ce sont peut-être 2 démarches tellement différentes, si ce serait absolument de manière successive. Tu écris un livre et tu es complètement dedans. Alors, voilà. En fait, pour moi, c'est complètement successif et dissocié, mais pour la bonne raison que c'est un peu la même chose. Enfin, j'ai besoin de me faire un peu, médium. Et moi, je peux pas. Enfin, soit c'est mon livre, je suis habitée par lui, soit c'est le livre de quelqu'un d'autre, je suis habitée par lui. Mais je peux pas être habitée par 2 trucs à la fois. mes capacités sont. Et donc, c'est totalement impossible. Moi, quand je suis immergée dans une traduction, je suis désolée, mais je peux pas être en train d'écrire. Enfin, je ne comprends même pas comment. Mais je sais que chaque personne dit je ne comprends pas comment les autres font, mais voilà, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Donc, c'est vraiment, je dois. Alors là, où je peux un petit peu associer, c'est par exemple. Thèse heureuse lue, je l'ai traduite au moment où j'étais dans la phase préparatoire de la carte de Mendelssohn, mais je ne l'écrivais pas encore. Je fabriquais des grandes cartes, je voyageais à Berlin, je faisais des recherches, j'accumulais des documents, je lisais. Alors ça allait. Le matin, je traduisais, l'après-midi, je faisais des lectures, par exemple. Ça va. J'étais sur 2 univers, mais je n'étais pas lancée dans l'espèce de travail. Je m'excuse, hein, quand je dis médium, c'est un peu bon. Mais enfin bon, on intègre la personnalité de quelqu'un d'autre. Enfin, on se glisse dans une personnalité, et à l'intérieur de sa fiction, on se glisse dans chaque personnage à la fois, ce qui est déjà pas mal. Et moi, je peux pas du tout. Non, je peux pas trop. Oui. Sinon, je sais pas, j'ai l'impression de faire du mauvais travail. Ou alors peut-être un premier jet de traduction, pas trop difficile. Mais sachant qu'après, le vrai travail, il sera pour plus tard, bon, peut-être. Voilà, j'écris le matin et après 15 heures, je fais au kilomètre un mauvais premier jet qui va devoir être entièrement refait. Mais bon, j'ai besoin de faire un premier jet mauvais pour partir de quelque chose. Mais c'est pas le vrai travail de la traduction, il vient quand je travaille. Alors, il nous reste 5 petites minutes. Alors, monsieur. Ouais.
Non, non, parce que sinon ce serait un peu austère. Non, je pense qu'on a chacun une expérience de la lecture où effectivement on est habité par des personnages. Voilà, on est habité par des personnages, mais on ne les habite pas, ça ne va pas jusque-là. En fait, c'est une sorte de... On est réceptif au personnage, on se laisse porter, mais c'est quand même un processus assez passif dans la lecture, je trouve. Alors que c'est quand même très très différent dans la traduction. Vous allez entrer, vous allez vraiment vous mettre dans un... C'est un processus d'extériorisation beaucoup plus fort, en fait. Donc non, ça ne m'empêche pas Non, je peux parfaitement lire quand j'écris ou que je traduis. Par contre, j'ai tendance à éviter de lire une traduction de la langue que je suis en train de traduire parce que je me dis ah ouais, ça c'est... Qu'est-ce que ça pouvait être ce mot-là? Enfin non, j'essaie de... Si je traduis de l'allemand, je lis de l'anglais ou une traduction de l'anglais et inversement. Parce que ça va un peu interférer. Je vais voir les mots plutôt que de me laisser porter par l'histoire. Et là, on a envie de se reposer quand même de temps en temps. Et quand on lit, on a envie d'y prendre plaisir de manière un peu innocente, sans se poser des questions professionnelles à tout bout de champ. Madame. Je sais pas si... Au sujet du rythme, parce que je suppose que l'allemand, quand vous avez un texte allemand, il a un certain rythme, une certaine longueur de phrase. Et est-ce que vous vous restreignez à garder le même rythme, les mêmes longueurs de phrase lorsque vous traduisez en français? Vous avez entendu la question? Donc l'allemand a un certain rythme. Est-ce que dans la traduction, ce même rythme est gardé voilà. Oui. Alors ça, c'est deux questions différentes parce qu'il y a la syntaxe et puis il y a la longueur des phrases. Bon, la syntaxe, oui, effectivement, l'allemand enfin, alors tu as une minute pour chaque réponse, pour chaque question. Quel stress. Il faut, oui, ça c'est une gymnastique qu'ont en tête tous les traducteurs de l'allemand, c'est qu'il faut quand même souvent faire pas mal de contorsions un peu syntaxiques pour arriver à quelque chose qui en allemand est parfaitement fluide et qui devrait l'être en français aussi. Pour la longueur des phrases, moi dans la mesure du possible j'essaie de la respecter parce que ça fait partie du style. Hein. En allemand, en anglais, on est capable de faire des phrases très courtes ou des phrases très longues. Voilà, si une phrase fait 5 lignes, dans la mesure du possible, j'essaie de suivre. Tu essaies de mais ça dépend aussi de la nature du texte. Hein, enfin bon, si un texte est écrit dans un style haché, où il y a à chaque fois des phrases de 3 mots, si j'en fais des phrases proustiennes, ça ne va pas être une bonne traduction, je pense. Ça va être un peu discutable, quoi. Mais voilà, c'est toujours le problème. Il faut faire la part entre ce qui fait partie du génie de la langue et ce qui fait partie de la singularité de l'auteur, quoi. Voilà. Parfois, c'est difficile. On appelle des amis, on leur dit tiens, qu'est-ce que tu penses de cette phrase? Est-ce que c'est parfaitement normal ou est-ce qu'il y a une volonté? Alors, où est-ce qu'on met le curseur? Ça, on doit tout le temps se poser des questions. Bien, on va rester avec ce défi posé à chaque traducteur que tu viens très bien de résumer. Je te remercie infiniment, Diane. Merci à vous. Merci. Et je vous invite à retrouver les livres de ces deux auteurs et de Diane en bas. Merci, bonne journée.